Si vous vous promenez dans les rues de Johannesburg un vendredi de mai vers 15h10, il y a de grandes chances pour que vous croisiez des gens ainsi vêtus. Nul doute, vous êtes bien en Afrique du Sud. Et si vous vous installez dans l'un de ces centres commerciaux rutilants qui prospèrent depuis la fin de l'apartheid, vous verrez qu'ici on affiche tout de suite la couleur, celle de l'argent. Il faut que les vêtements soient chers et que cela se voit. Vous êtes dans la capitale économique du pays. Ici, la nouvelle bourgeoisie noire appelée Blackoisie vient afficher sa réussite. Le monsieur là, c'est Neo Matsunyani, un réalisateur qui aime bien regarder passer les gens et rêver à leur vie. Ici, ce qui compte, c'est l'apparence. Tu dois être impeccable tout le temps, surtout si tu vis à Johannesburg et que tu viens dans un endroit comme ici au centre commercial de Rosebank. Ce type-là qui arrive, je dirais qu'il travaille dans une entreprise, mais sa tenue n'est pas très stricte, il a un look assez décontracté. Ce qui signifie je ne porte pas de cravate car je ne veux pas me plier aux normes de l'entreprise. Il a des baskets et une veste, comme pour dire je suis cool et je peux avoir un poste à responsabilité sans pour autant me conformer à toute cette histoire de costume-cravate. Mais dans les milieux chics, on ne se contente pas d'imiter les riches des autres pays. On veut aussi que les vêtements affirment une identité et des racines africaines. Mais attention, pas africaines du bush, africaines de la ville, africaines riches. Ainsi, le genre ethno-chic a-t-il fait son apparition dans les soirées de la Blackoisie. Ici, on remet les victoires de la fierté africaine sur un air de folklore napolitain. Mais le premier homme à faire de sa chemise un étendard de la fierté africaine, c'est bien sûr Nelson Mandela, inventeur de la chemise qui porte son nom. Le col et les poignets sont européens, le bas ample, ouvert, bien aéré. Les tissus colorés et brillants contrastent avec le costume traditionnellement sobre et sombre de l'homme d'État. Le créateur de la fameuse chemise, c'est lui. Là, ce sont certaines chemises Mandela que nous avons commercialisées. Elles sont en pur coton et dans un style africain. C'est une très belle coupe. Et c'est ouvert en bas parce qu'elle se porte au-dessus du pantalon. Le concept de la chemise Mandela vient de Mandela lui-même. Il m'avait dit qu'il voulait quelque chose de confortable, de facile à porter, qui permette de bien respirer, ce qui est compréhensible pour quelqu'un qui avait été en prison pendant toutes ces années. Et comme je faisais déjà des chemises dans un style afro, il m'a demandé de lui en confectionner une. Et je dirais que la chemise Mandela a contribué à la libération de ce pays. Avec la fin de l'apartheid, les Blancs d'Afrique du Sud, qui représentent moins de 10% de la population, se sont mis à s'habiller comme tous les Blancs des villes. Les afrikaners des campagnes ont perdu le chapeau, la saharienne et le fusil, mais conservent la cuisse et le short, la prestance et les grosses chaussures, les lunettes miroirs et la délicatesse. Cet uniforme basique est une manière d'annoncer la couleur et c'est sans doute le truc le plus adapté à cette vie de fermier blanc. L'Afrikaner n'est pas un colonialiste. En réalité, nous sommes des Africains comme tous les autres Africains. La seule différence, c'est qu'on est blanc. Autre tribu, autre look. Les vêtements que l'on porte dans les villages de Zululand n'ont pas changé depuis la fin de l'apartheid, ni depuis quelques siècles d'ailleurs.
Avec ses 11 langues officielles et encore plus d'ethnies, l'Afrique du Sud est un arc-en-ciel de costumes traditionnels. Il y en a pour tous les goûts. Mais ici, plus qu'ailleurs, ils expriment avec force la nation zoulou, sa puissance guerrière et sa volonté d'indépendance. Ceci n'est pas une danse folklorique organisée pour nous par le syndicat d'initiative de Zululand, mais une cérémonie de passage à l'âge adulte qui dure 2 jours pleins. Les bandeaux sur la tête des messieurs sont les étendards de la fierté zoulou. La jeune femme au chapeau garni de coupures est en âge de se marier. En d'autres termes, elle se place sur le marché. Chaque pièce de son costume symbolise la réussite de son mariage à venir. Les billets sur la tête, on décrypte à peu près. La jolie petite lampe à huile signifie la lumière de sa vie future. La couverture protégera son ménage du froid. Il ne manque que le service à thé. Et voici les chanteuses qui mettent l'ambiance et leur chef, Madame Kossi, qui n'a pas la moindre idée de la signification de son costume. Nous appartenons à la tribu Zoulou des Sélé. On s'habille comme ça parce que c'est la tradition. Le choix des couleurs, c'est nous qui l'avons fait. Et maintenant, c'est devenu le style de notre village. Certains motifs de perles, nous les avons entièrement fabriqués, mais la plupart, on les achète. Voici la fameuse danse des guerriers zoulous, reprise par Johnny Clegg. La peau de léopard que vous apercevez sur les petits hauts a été subrepticement remplacée par un textile synthétique disponible dans toutes les grandes surfaces. La jupe de paille traditionnelle est désormais en laine, lavable en machine, 30 degrés. Au départ, cette danse zoulou avait été créée pour faire peur aux Blancs et aux autres tribus. Aujourd'hui, elle a perdu son sens guerrier pour devenir une animation festive. Mais en ville, lors des manifestations politiques, la puissante tribu des Zoulous ne manque jamais une occasion de ressortir cette tenue traditionnelle avec les armes qui l'accompagnent pour impressionner le pouvoir et démontrer sa force. Dans un village voisin, ces 2 femmes portent la coiffe de perles obligatoire pour la femme mariée après ses épousailles. Après notre mariage, nous devons porter cette coiffe tous les jours, sauf circonstances exceptionnelles. Parfois, nos beaux-parents nous autorisent à l'enlever 1 jour par semaine et ce sont eux qui décident quand on pourra l'enlever définitivement, généralement au bout de 2 à 3 mois. Pour nous, c'est quelque chose de très beau. Ce qui nous plaît, c'est de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en nous. On préfère les couleurs vives aux couleurs traditionnelles. La tenue que nous portons aujourd'hui, c'est la dernière mode. Ici, le travail des perles est toujours lié à l'amour et au mariage. Chaque motif et chaque couleur a une signification et une grammaire précise qui se combinent pour former de véritables phrases. Par exemple, le triangle veut dire qu'on est marié, mais le rouge à côté du noir veut dire « tu me manques ». Si on ajoute du bleu, on dirait quelque chose qui pourrait être « quand est-ce que tu rentres ?» Ce sera un message d'une femme du village à son mari qui travaille à la ville. La mode des perles, c'est une mode cool que les gens cool des villes n'ont pas manqué de récupérer et de transformer en accessoires pour ethnotouristes sympas. En ville aussi, certains Zoulous poussent le raffinement du vêtement jusqu'à son paroxysme. On appelle ces gars de Johannesburg les swankers. Ça vient du mot zoulou oswenka, qui veut dire frimer, être clinquant, se placer au-dessus des autres. Genre, je vais vous montrer qui est le chef ici. Et je vais vous montrer comment je marche avec cette canne et ce petit chapeau américain. Et regardez cette belle chemise moulante. Bref, swanking, ça veut dire frimer. Et donc, ces gars sont des frimeurs professionnels. À l'origine, les Swenka travaillaient dans les mines d'or de Johannesburg. En rentrant au village, ils frimaient avec leurs beaux habits des villes. Plus tard, leur concours d'élégance s'est transformé en compétition organisée dans les baraquements où ils vivaient.
Aujourd'hui, cette tradition se poursuit tous les samedis soirs, un peu partout dans la ville, dans les rues, spontanément, aux arrêts des taxis-brousses. Et les jurés sont choisis parmi les passants. Baba Dlamini travaille dans le bâtiment. Il vit avec sa femme et ses 5 enfants sur un toit, dans de petites pièces anciennement réservées aux domestiques. Lors des compétitions de Swenka, il remporte souvent le premier prix. Tu dois astiquer ces chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. Mais les chaussures brillent déjà. Elles ne brillent pas assez pour la compétition. Les juges sont très stricts. Et il faut cirer les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient vraiment rutilantes. Va demander à ta sœur de m'apporter une autre paire. Voilà, je viens de rapporter ces vêtements du pressing. J'ai acheté la chemise exprès pour aller avec le costume. La coupe de la veste permet de laisser voir le magnifique motif de la chemise. Quand on fait une présentation devant les juges, la pochette et la cravate doivent être assorties. C'est très important. Et quand j'ouvre la veste et que je retourne la cravate, vous remarquerez que la doublure de la veste est assortie à celle de la cravate. La façon de marcher aussi est très importante pour les juges. On ne peut pas se contenter de marcher comme on marche tous les jours dans la rue. On doit marcher d'une manière particulière pour attirer leur attention et chacun doit mettre au point sa propre démarche. La manière dont tu regardes les juges est aussi essentielle. Il faut les séduire en les regardant droit dans les yeux. Mais au final, tout est dans l'attitude. Avant chaque compétition, Baba Dlamini dispose sur son lit 3 tenues possibles et ce sont ses enfants qui choisiront celle qu'il mettra ce soir-là. Le jury, lui, établira son choix sur des critères précis. Des points pour la présentation, la qualité du tombé, la beauté du costume, l'harmonie des couleurs et la coordination des accessoires. Ils ont choisi celui-là. Je vais le mettre ce soir. J'ai 3 costumes qui sont réservés à la compétition. Je ne les porte jamais en dehors. Chaque tenue forme un tout avec des accessoires indissociables. Et en plus, je ne veux pas abîmer mes costumes. Si je suis invité à un mariage ou à une autre occasion, à une cérémonie, j'ai un costume plus ordinaire. Mais je ne porterai jamais mes costumes de concours dans d'autres circonstances. Les costumes des Swenka empruntent une grande partie de leur code vestimentaire aux gangsters des années 50, tels qu'on les voyait dans les townships. Leur look s'inspirait des films américains, Humphrey Bogart, son Borsalino, Play It Again, Sam. Ce gang, le plus célèbre du ghetto Sophiatown, s'appelait d'ailleurs les Américains. Voici Dumisani Pakati. Il est le fils d'un gangster des townships. Ça, c'est moi quand j'avais 19 ans. Mon premier boulot, c'était un poste de coursier pour un journal en afrikaner. J'allais toujours travailler habillé comme ça, avec un look ghetto, vous savez, un look gangster. Quand un gars était habillé chic, ça voulait dire qu'il avait des papiers en règle et qu'il n'allait pas se faire arrêter par la police parce qu'il avait sans doute un boulot qui lui permettait de s'acheter des beaux habits.
Mais ça pouvait être trompeur. Par exemple, j'avais un copain qui était tout le temps en costume, mais il avait toujours un cintre dans sa poche. Et un jour, il s'est fait arrêter par les flics. Il était bien habillé, alors ils étaient prêts à le laisser repartir, mais son cintre l'a trahi, parce qu'il s'en servait pour voler les voitures. Quand on grandit dans un ghetto, quel qu'il soit, on apprend à survivre. On acquiert un instinct qui nous a permis de survivre à l'apartheid et à ses conséquences sur nos vies. Toute ma jeunesse, j'ai porté des vêtements qui disaient en substance « faut pas me chercher ». Les habits que je portais, c'était le genre d'habits des mecs avec qui il ne faut pas déconner, quoi. À Soweto, l'ancien ghetto où étaient confinés tous les Noirs de Johannesburg, on s'habille aujourd'hui sans ostentation. Look, profil bas. Bob, basket, baggy, le tout discret, cool. Ici, on évite de frimer, sauf si on roule en voiture blindée.